Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Robert Martin, qui vient de passer du revolver à la plume avec talent, hein. Il vient d'écrire une biographie qui se lit comme un roman. Alors, une biographie, c'est vraiment justifié dans son cas parce que sa vie, elle est tout sauf ordinaire, hein. Il a une des carrières les plus brillantes dans la police. Enfin, il va nous partager tout ça, même en étant rentré par la petite porte, hein. Il a accédé aux plus hautes fonctions et aux plus belles missions de responsabilité, hein. Et parallèlement à tout ça, Robert Martin a un don, il guérit, chose formidable, hein. Donc, tout ça, ça a donné ce livre que je trouve vraiment plus qu'intéressant, vraiment qui se lit avec un grand, grand plaisir. Flic guérisseur, hein, un livre courageux où il se livre avec sincérité. Alors Robert, on voit dans ce livre que ta vie a commencé de façon assez difficile. Tu as eu affaire à des personnages assez sordides. Tu as été confronté à la noirceur de l'âme humaine, mais finalement, tu as surmonté tout ça et au contraire, tu es devenu aujourd'hui ce qu'on peut appeler une âme lumineuse. Bonjour, oui, Christian. Mais le fait d'être confronté à ce qui est de plus épouvantable de la nature humaine, je pense que ça m'a permis de découvrir peut-être plus facilement la lumière et le côté amour et bonheur qui est derrière tout ça. Parce que tout compte fait est lié sur la même pièce, comme on dit, c'est les deux faces. Et, Ouais. euh, et, et, euh, et je crois que j'ai perçu rapidement grâce à, je dis toujours grâce d'ailleurs, tu vois, grâce à ce que j'ai pu avoir comme ressenti au départ dans ma jeunesse, ben, j'ai pu avoir accès au bonheur plus facilement, je pense. Voilà, et avec en arrière-fond toujours ce sentiment de rechercher la lumière, la justice, enfin, Oui, le côté injustice m'insupporte. Donc voilà. ça, on le ressent dès le départ dans le livre lorsque j'explique mon parcours de jeunesse. Après, j'ai pas voulu m'étaler trop non plus parce qu'il faut pas faire de voyeurisme. J'ai voulu raconter certaines choses qui me sont arrivées en étant le plus pudique possible et je ne veux pas tomber dans non plus le côté ah le pauvre ce qui lui est arrivé. Euh, Au contraire, je dis que ce qui m'est arrivé m'a permis de m'en sortir, tu vois. Donc c'est pas le côté apitoiement du lecteur que je cherche, mais j'essaye de faire comprendre au lecteur qu'il peu importe de ce qu'il vit ou de ce qu'il a vécu, il y a forcément du bien derrière. Voilà, ça démontre que toute adversité peut porter le germe d'une bonne occasion et que justement un parcours difficile dans l'enfance peut donner après Oui, des choses magnifiques et en plus, quand même manifestement, après, on le voit dans le fil de ton livre, euh, la Providence t'a quand même donné rendez-vous plusieurs fois. oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, que la providence, la bienveillance, enfin, tout ce qui est autour de la providence m'a donné rendez-vous plusieurs fois et m'a permis d'être là aujourd'hui, par exemple. Tu vois, je trouve ça très étonnant parce que on m'aurait dit il y a un an que je me serais retrouvé avec toi en faisant cette interview aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, tout est là encore. Alors, dans ton enfance, il y a eu une personne importante, c'est ta grand-mère qui t'a donné une ouverture à l'invisible. Ma grand-mère qui était très croyante, qui était chrétienne, catholique, très croyante, mais elle avait dépassé la notion de religion, elle avait accès à une forme de spiritualité qu'on appelle maintenant, à l'invisible, et elle m'a incité, elle m'a autorisé, elle m'a dit vas-y, va voir, autorise-toi à accepter de percevoir, et et j'ai suivi ses conseils et c'est grâce à elle que je pense que j'en suis là aujourd'hui dans cette quête permanente qui continue d'ailleurs. J'ai 66 ans aujourd'hui, mais ça n'arrête pas. La quête de ce qui est derrière l'invisible me passionne toujours autant. Elle avait une perception d'événements futurs aussi.
Oui, elle avait la capacité, ce qui était assez dingue, elle avait la capacité de savoir 3 jours avant si les personnes qui allaient mourir. Donc, en fait, de ses connaissances. Donc, et étonnamment, elle l'a su pour elle aussi 3 jours avant de mourir. Elle savait qu'elle allait mourir. Donc, je lui avais posé les questions à l'époque de savoir comment se manifestait cet avertissement. Et souvent, elle me disait qu'elle avait la visite d'une de ses tantes qui était décédée, qui lui annonçait que telle personne allait mourir. Voilà. Et ça marchait à tous les coups. C'était étonnant. C'était étonnant. Et elle avait sans doute perçu tes capacités parce que je suppose que tu n'étais pas le seul de ses petits-enfants, mais tu étais peut-être le seul auquel elle avait donné la prière pour couper le feu. Voilà. Alors, le fait de me donner la prière pour couper le feu, ça, elle me le donne au moment de son décès. C'est-à-dire, elle confie à ma mère, je ne suis pas présent au moment de son décès, mais elle confie à ma mère son missel en disant tu donneras ça au petit. Le petit, c'était moi. Et, euh, et dans le missel, il y avait une prière pour barrer le feu. Voilà, la prière qu'elle utilisait, elle, pour barrer le feu, parce qu'elle était très, très connue comme barreuse de feu dans la région où on était. Oui, oui. Et donc, Donc, toi, ouais, elle m'a, elle m'a, elle m'a transmis un savoir, quoi, on va dire. Voilà. voilà, hein, et une aspiration à la connaissance. Et une aspiration à la connaissance, ne pas avoir peur d'y aller. Elle m'a autorisé, franchement, à y aller, quoi. Voilà, c'était ça, c'était exceptionnel. Au sens large, ne pas avoir peur d'y aller, c'est quelque chose que tu as fait souvent, puisque on voit que tu as été, alors je vais reprendre, à la brigade de répression du banditisme, à la section antiterroriste. Donc, tu as un parcours assez extraordinaire. Donc, en plus, où tu as une spécificité, enfin, on va comme la citer, hein, c'est que tu es sûrement un des seuls guérisseurs, enfin, faiseurs de miracles avec autant de médailles, hein, puisque tu es Alors, c'est vrai que j'ai un parcours. l'honneur de la police nationale, euh, et tu as de l'Ordre national du mérite, de la Légion d'honneur. D'ailleurs, ton livre, il est préfacé par Frédéric Pechnard. On comprend que tu as eu toute sa confiance pendant ta carrière, qui est l'ancien directeur général de la police nationale. Hein. Tout à fait. C'est vrai que j'ai fait un parcours au sein de la police nationale qui est assez atypique. Je le reconnais maintenant, même si dans un premier temps je me disais non, c'est pas un parcours atypique, c'est un parcours que d'autres ont dû réaliser. Mais tout compte fait, en réfléchissant, je m'aperçois qu'il y a peu de gens qui ont réalisé ce genre de parcours. Il y avait, c'est vrai que ce parcours m'a permis en rentrant par la petite porte, c'est ce que je dis, et c'est vrai, je suis rentré en tant que vacataire au tribunal de police de Paris, donc agent de bureau, et sans le bac en poche. Et donc, j'ai passé un concours d'enquêteur de police qui m'a après permis d'avoir accès aux plus grandes brigades du 36 quai des Orfèvres, la brigade de répression du banditisme, la BRB, la brigade de recherche et d'intervention, la BRI. J'ai travaillé pendant pas mal d'années à la section antiterroriste de la brigade criminelle au moment des attentats de 95 et 97. Et ensuite je suis parti et j'ai terminé en tant que chef de cabinet du directeur général de la police nationale. Oui, et ce que tu dis sur les médailles, c'est un préfet qui était en activité avec qui on dînait un soir en province qui m'a dit mais Bob, je pense que vous êtes le seul flic guérisseur, enfin vous êtes le seul guérisseur à être décoré de la Légion d'honneur, il m'a dit. Donc, voilà. Ce qui Et était étonnant effectivement. alors, dans ta carrière, il y a quelque chose qui a eu une grande place, un grand rôle, c'est ta capacité d'intuition. Déjà, ta première perquisition, ta Ouais, première enquête. Hein. voilà, mes capacités mes capacités d'intuition, de perception de ce que me donnait comme information le monde de l'invisible, elles m'ont servi dans ma carrière, même si c'est encore une fois le travail de la police judiciaire en France, c'est un travail de groupe.
c'est toujours un travail de groupe, ce n'est pas un travail individuel. Mais en l'occurrence, moi qui faisais partie des groupes de police judiciaire dans les brigades que je viens de citer, mon mes capacités faisaient que j'orientais le groupe vers telle ou telle résolution ou telle affaire ou telle recherche et à chaque fois ça marchait quoi. C'était étonnant. J'adorais ça et les collègues dans un premier temps étaient assez dubitatifs mais ils m'ont suivi rapidement, très rapidement. Il est un fait que les gens qui ont eu affaire à toi, de l'autre côté de la barrière, il y en a qui ont dû s'en mordre les doigts parce que tu as des fois à te lire, tu as trouvé des choses impossibles, comme quand tu racontes l'histoire des microfilms là. Oui, l'histoire des microfilms, c'était à l'époque où c'était une équipe au sein de la BRB. À l'époque, il y avait des gens il y avait un groupe qui était spécialisé pour le maquillage des voitures et le trafic de voitures volées. Et il y avait on faisait par microfilm, ils faisaient des cartes grises à partir de microfilms. Et j'ai retrouvé ces microfilms dans un endroit improbable parce que on me donnait l'information, le monde de l'invisible me donnait l'information que c'était là, quoi. Donc il fallait chercher. Plus qu'improbable, si j'ai bien compris, c'était sous le toit dans la laine de verre, quoi. Exactement. Il a fallu que je monte j'ai cherché tout dans l'appartement, comme il était au dernier étage d'un immeuble. Dans l'entrée, dans l'entrée de l'appartement, il y avait une trappe qui avait été plus ou moins cachée par le propriétaire et enfin par l'occupant des lieux et cette trappe donnait accès à des combles remplis de laine de verre et j'y suis monté et j'ai trouvé et le plus étonnant c'est que la personne chez qui on a trouvé ça m'a dit après au cours de l'enquête il m'a dit mais quand je vous ai vu rentrer je savais que vous alliez trouver donc l'intuition marche dans les deux sens. Je n'étais pas le seul à avoir l'intuition, quoi. Voilà. Oui, oui, voilà, oui. Et il en est même pour une histoire que j'ai appelé le toucheur d'arbre et je lui ai posé la même question. Je lui ai dit à ce voyou, je lui ai dit mais pourquoi tu es allé toucher l'arbre? Il m'a dit je le sentais pas ce coup-là. Voilà. Oui. Donc effectivement il sentait pas, mais il n'a pas écouté sa petite voix. Moi ma petite voix me disait il faut pas quitter cet homme-là parce qu'il va faire des bêtises. Donc voilà. Et tout à l'heure, quand je parlais de Providence, justement, dans cette histoire, elle était intervenue, puisque, a priori, c'était l'époque des 4L et tout ça, tu avais mis quasiment une 4L sur le flanc, tu avais utilisé ton arme que tu n'avais pas trop le droit, si j'ai bien compris. Exactement, il n'y avait pas de cas de légitime défense du tout, et ainsi de suite. Parce que tu avais voulu suivre un gars qui avait arraché le sac d'une grand-mère. Et au moment où tu allais être appelé pour qu'on te passe un savant, si j'ai bien compris, hein, ouais. En fin de compte, c'était formidable puisque cette petite dame, c'était la cousine du préfet et tu as eu des félicitations. Et voilà, c'est le genre de providence, de signe de providence qui a jalonné ma vie, qui a jalonné ma vie professionnelle et ma vie personnelle également. Donc, c'est vrai que c'est étonnant, tel que tu viens de le raconter, mais c'est vraiment ça. Je m'apprêtais au mieux à me faire taper sur les doigts et au pire à avoir une sanction administrative ou disciplinaire. Et pour en finir, il n'a rien eu de tout ça. Je suis ressorti avec les félicitations du jury. Donc, mais c'est sûrement pas la seule arrestation à la Belmondo que tu as fait. Non, il y en a eu d'autres. Ça fera peut-être l'objet d'un second livre. Voilà. Oui, mais puis, bon, voilà. Mais c'est vrai que cette providence, elle m'a toujours suivi. Quand tu parles de providence, tu as raison de le signaler. C'est vrai que ça a toujours été un objet. Ça a été l'objet de ma réussite quelque part. J'ai été protégé. Voilà, dans la providence, il y a protection, je pense. On le sent à te lire, absolument. Et ce qui est beau, c'est que tu en as pris conscience, justement. Ouais. Et c'est parce que. Et alors, tout ça, ça t'a amené aussi à la protection des personnalités. Alors, à te lire, on devine de qui tu parles. Hein, ouais.
dans les hautes personnalités de la République. Il y en a même une qui Oui, est non, mais j'ai pas cité, mais c'est vrai qu'il suffit d'ouvrir le livre, on sait de qui je parle. aux utile blanc, mais on laissera au lecteur le plaisir de le découvrir. Alors, il y en a une qui a un lien particulier avec toi et qui t'en est très reconnaissante. C'est parce que tu lui as, enfin, tu y as laissé les ligaments d'un genou en montagne. Ouais, Enfin, c'est pour protéger son chien, hein. ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça crée un lien fort. Un autre, J'ai envoyé cette personnalité parce qu'on va pas dévoiler, comme tu dis, quelle est la personnalité. J'ai envoyé le livre à cette personnalité qui m'a répondu d'un mot charmant et enthousiasme. Et enthousiaste. Donc voilà, le fait que j'ai recité le chien et c'était et alors, ce qui est amusant, on sait que le hasard n'existe pas là encore, ça le confirme. Donc, cette personnalité, pour te remercier, t'avais envoyé toute la collection de l'œuvre de Solzhenitsyn et en plus le livre euh, Enquête sur les anges gardiens, hein, parce que voilà, tu avais c'est des anges gardiens. Enfin, Jovanovic qui a écrit ce livre, voilà, voilà, Enquête sur les anges gardiens, et il m'a envoyé ce livre, voilà, voilà, c'est un joli clin d'œil, quoi, hein. tout à fait. Ben, les anges gardiens, c'est le surnom qu'on donne à toutes les personnes qui travaillent autour des protections de haute personnalité. Donc, c'était Oui, aussi ce clin d'œil-là, quoi. c'est au sens propre et figuré. Tout à fait, Et puis tout à alors, fait. on découvre aussi bon, la vie quand même de la police au travers de pas mal d'histoires, hein. On voit une drôle d'histoire, une histoire aussi que semblent vivre pas mal de tes collègues aujourd'hui. C'est par exemple l'histoire au bal de l'ENSOP, Oui, hein. oui, Vous êtes une catégorie, enfin, tes collègues, qui se retrouvent vite sur le banc des accusés. Maintenant, il y a souvent inversion des rôles, hein. complètement, complètement. Actuellement, de toute façon, alors, l'exemple que je donne dans ce livre-là, tu fais bien de le préciser, c'est vrai qu'il est vraiment, il peut être d'actualité, même s'il date de de plus de 40 ans maintenant, 30, plus de 30 ans, entre 30 et 40 ans. C'était ce qui m'était arrivé là, c'est un prémisse de ce qui se passe à l'heure actuelle, à savoir on extrait une situation ou une image ou un son d'une situation complexe et on accuse forcément le policier. Je le dis dans le livre, moi je suis rentré dans la police avec j'ai eu un divisionnaire, un inspecteur divisionnaire, mon premier supérieur hiérarchique, euh, qui m'a qui m'a indiqué en me disant n'oublie pas la définition du mot police dans le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Et la définition, c'est la police a toujours tort. Donc voilà. Oui. Et là, ça prend des proportions complètement dingues à l'heure actuelle. Et moi, cette histoire dont on parle au bal de l'Enzop, c'était ça. J'avais tort au départ. Voilà. Voilà. Mais alors, apparemment, maintenant, c'est au quotidien que Exactement. les Euh, gens de la corporation. actuellement, la police est vraiment malmenée et même si, enfin, elle est malmenée par certains médias ou certains hommes politiques. D'ailleurs, ce livre, moi, ça a été une réaction par rapport à un homme politique qui avait annoncé qui tenait des propos et qui disait que la police tue. Mais Oui. ça m'a ulcéré quelque part. Voilà. Ça a été un élément déclencheur pour écrire ce livre. Et de toute façon, tout au long du livre, on sent que ce métier, comme tu l'as aimé. Mais ce métier, je l'ai aimé, je continue à aimer ceux qui le pratiquent et j'incite les gens à regarder la police de façon différente. Je fais des salons du livre et je participe à des festivals où les gens viennent et sont interpellés par le titre du livre qui est assez. Pour beaucoup, me disent, mais ça va pas, c'est antinomique. Je dis, ben non, je vais Hmm. vous expliquer que c'est pas antinomique, que la police soigne, la police aide, la police accompagne et guérit la société. Et moi, je suis guérisseur, mais je suis un guérisseur issu
de cette branche de la société qui est la police. Et heureusement que la police est là. Et j'arrête pas de dire, moi, au cours de mes interviews, arrêtons d'employer le terme force de l'ordre. On est les gardiens de l'ordre. Et c'est vraiment ça, quoi. On est les gardiens de l'ordre. On n'est pas une, on est peut-être une force, mais une force avec des gardiens. C'est des gardiens. On essaye de faire que l'ordre persiste dans notre société. L'expression gardien, d'ailleurs, elle était beaucoup plus utilisée il y a quelques années, hein. Tout à fait, tout à fait. On employait le maintenant on emploie ça, on emploie les flics alors que c'était gardien de la paix. Frédéric Pechner a écrit un bouquin qui s'intitule Lettre à un jeune gardien, Lettre à un jeune gardien de la paix, et c'était ça, c'est la notion de gardien de la paix. Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé pour l'instant, c'est du Robert Martin qui soigne. Robert Martin qui soigne, qui est, grâce à des vidéos comme la tienne, qui est noyé, enfin je dis grâce, malheureusement, parce que je ne peux pas répondre à toutes les demandes à l'heure actuelle, tellement j'en ai. Alors, encore une fois, je n'ai pas écrit ce livre pour avoir beaucoup de personnes dans mon cabinet, vu que moi, je travaille de façon très restreinte. Je prends 5 personnes maximum par jour et je travaille 3 ou 4 jours par semaine maximum et pas toutes les semaines. C'est voilà, je me préserve beaucoup, mais oui, je soigne et donc les soins ont commencé au sein de la police nationale. Au début, à l'étonnement de tes collègues. Mais oui, les premiers soins faits au sein de la maison police ont toujours été ont été un peu stupéfiant pour reprendre ce terme, même si j'ai jamais travaillé au stup, mais c'était quelque chose d'étonnant, un étonnement permanent pour les collègues. Mais après, comme je dis, la maison police, tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui. Et rapidement, ben, j'ai été demandé pour des torticolis, pour tout un tas de mots, et je suis intervenu, mais de nombreuses fois. Voilà, donc auprès de collègues. Dans le livre, je raconte quelques interventions assez étonnantes sur des collègues, sur sur les familles de collègues aussi. Il y en a un qui s'appelait Lapiche, non? La Piche, ouais, la Piche, c'était son surnom à la BRI. Euh, et la Piche, oui, je l'avais. Il avait très très mal au dos et je l'ai soigné. Et au moment où je l'ai soigné, je l'ai endormi. Enfin, il est tombé comme en hypnose quelque part. Et donc, ça a été c'était un collègue de la BRI, donc un colosse, et je l'ai séché, comme il dit, sur place. Donc, il était étonné. Et les collègues étaient tous étonnés de voir cette situation. Ça avait fait sensation. Ça avait fait sensation, ouais. Même si le but n'est pas de faire une sensation, de Non, faire la sensation. Le but est vraiment d'apporter un mieux à la personne qui me sollicite. absolument. Et donc, ce magnétisme, même tu l'as démontré sur une orange. Ça, c'est au sein de la police nationale également. C'est un collègue qui était très, très sceptique sur mes capacités. Et donc, je lui ai dit, ben, écoute, on va magnétiser une orange, on va voir. Et puis, on a mangé l'orange 6 mois après. Elle était toujours aussi goûteuse et il n'y avait que la peau qui avait séché. Tout le reste était resté intact à l'intérieur. Donc, ouais. Mais cette possibilité d'apporter le bien-être à beaucoup de choses, à des animaux, à des gens, à des légumes, à des fruits. Je pense qu'on est tous capables de pouvoir le faire si on y met la réelle intention. C'est aussi le but du livre, d'essayer de faire comprendre aux gens que de s'autoriser à faire. S'autoriser à faire et à comprendre que quelque part aussi l'amour est une force. Hein. Bah, c'est la base. L'amour est la base de tout, Christian.
tu le sais bien, tu as, on ressent l'amour à travers toi, mais parce que tu aimes la vie, tu aimes les gens, tu es là pour essayer de comprendre et de faire que les gens se sentent mieux. Et moi, bah, j'ai l'amour, le mot amour est omniprésent dans ma vie. Même si parfois je peux être très violent, hein, je l'ai été, mais l'amour est omniprésent. Et l'amour et je dirais même la noblesse, une certaine noblesse, parce que quand tu expliques que tu aurais, par ta profession, en fin de compte, tu aurais pu facilement faire des ennuis aux gens qui t'ont blessé pendant ton enfance, et tu as eu l'intelligence, moi je dis même aussi la noblesse de pardonner. La notion de pardon, je ne sais pas si je l'ai, le pardon, mais je pense que j'ai. Non, c'est à te venger toujours. Non, je ne veux pas me venger. Voilà, Voilà, la vengeance ne m'intéresse pas. Après, je plains les gens. Je suis plus dans la miséricorde. Voilà. voilà. Bon, pense à miséricorde si tu veux, mais enfin, cela dit, ça n'empêche pas que le mot change rien au mot que j'ai employé, noblesse. Ah, c'est gentil. C'est très gentil de ta part, mais peut-être, peut-être. Voilà. Alors, je suis un noble roturier, quoi. Voilà. Il y a une question que je me posais en te lisant. Toi qui as connu le milieu du banditisme, est-ce qu'il a existé vraiment, comme peut être décrit dans certains films à l'époque de Ah Jean oui. Guestin, tout ça, est-ce qu'il y a eu quand même un certain code d'honneur chez les bandits vraiment à une Ah époque? oui. Moi j'ai connu. Ouais, Oui, j'ai connu la police avec et j'ai connu les voyous avec un code d'honneur qui ils étaient loin d'être dans la violence, loin d'être dans le fait de réussir à tout prix. Enfin, ils voulaient réussir à tout prix, mais dès l'instant où ils étaient pris, ils étaient, ils étaient dans la relation de confiance avec le flic parce que on avait affaire à des professionnels du banditisme, des grands banditismes, et qui montaient des coups, mais de très beaux coups, et, et, euh, et qui, quand on les mettait à l'ombre, quand on les interpellait, ils disaient chapeau, les gars, c'est bien, voilà. il y avait une forme de respect. Ah oui, complètement, Oui, complètement. Euh, et euh, et il n'y avait pas cette histoire de. D'ailleurs, tu vois, je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire préalablement. Il n'y avait pas cette histoire de vengeance. Il n'y oui. avait pas une notion de vengeance. Euh, L'interpellation pratiquée par les policiers à l'époque sur les voyous, c'était pour, bah, on prouvait que c'était pour le mettre à l'ombre parce qu'il allait commettre un délit ou un crime. Et, euh, et le voyou se disait, bah, c'est bien, je ne vais pas me venger sur les flics, quoi. Oui, Voilà. oui. À l'heure actuelle, on aurait tendance à avoir la vengeance de la société. Ah, ils m'ont eu cette fois-ci, mais pas la fois prochaine, ou ils vont le payer cher. Maintenant les flics qui interpellent des voyous, ben, ils doivent se méfier. Ah, bien sûr. Oui. Avant, il était impensable qu'un voyou aille rechercher une adresse d'un flic pour se venger. Que à l'heure actuelle, on voit ça de manière régulière. Alors, on voit que l'univers fait bien les choses, c'est qu'à un moment, il t'a envoyé à la sécurité routière, donc forcément, tu ne pouvais pas y rester. Là, il a fallu vraiment que tu te mettes à exercer ton don. L'univers fait toujours bien les choses, je pense, sincèrement. On a beau critiquer, on a beau dire à telle situation c'est dégueulasse l'univers, mais quel est l'être divin ou quelle est cette force divine ou quel est l'univers qui pourrait admettre ça? Mais sous des actes qui peuvent nous paraître complètement dingues, ben, l'univers fait toujours bien les choses. Et en l'occurrence là, c'est rien d'exceptionnel, mais le fait de m'envoyer à la sécurité Façon quand routière, même de te pousser, de te dire, Robert, faut y aller. voilà, ça a été de dire, bon, ça commence à bien faire, maintenant, vas-y, exerce. Et j'ai écouté cette forme-là de Et puis, pression. tout s'est bien orchestré. Je crois qu'il y a un riche Belge qui t'a ouvert sa maison pour que tu puisses consulter. Voilà, c'est ça. Tout Les s'est bien premiers, mais ça a été, quand je regarde la vie, c'est une certaine fluidité. Il y a une fluidité constante dans ce que j'écris et dans tout ce que je décris.
et dans toute ma vie. C'est une fluidité, c'est fluide, il n'y a pas de heurts et tout ce qui devait arriver est arrivé, mais c'est pour oui, une belle continuation, quoi. Une belle continuité même. Et puis alors, il y a des synchronicités extraordinaires avec l'histoire d'Arcachon. Ah, Si tu mais peux nous la partager. l'histoire d'Arcachon continue d'ailleurs. C'est étonnant parce que je viens de recevoir un magnifique buste de Robert Martin, chef des guérisseurs à Arcachon. Donc, c'est étonnant cette. Enfin, je peux en parler, mais est-ce bien. Enfin, je vais peut-être te spolier l'histoire si je parle Oui, de Robert Martin on va à la laisser Arcachon. découvrir. Mais donc, il y a eu un autre Robert Martin. Il y a eu un autre Robert Martin à Arcachon. Et quand je fais le parallèle avec sa date de mort et la forme et les apparitions que j'ai eues moi en étant enfant, il y a une similitude étonnante. Et si on essaie de comprendre et de chercher, je me dis mais c'est étonnant d'avoir ce parallèle. Peut-être que au moment de son décès, m'a-t-il rendu visite et m'a-t-il permis d'avoir accès à une certaine forme de connaissances qu'il avait lui. Ça Peut-être. ça n'a Voilà. rien d'impossible. Oui. Tu Donc as pour moi, ça. dans ta carrière, enfin, je t'interromps, tu as été confronté à bien des choses extraordinaires. Tu as fait, bon, on ne va pas déflorer non plus, mais tu as fait un exorcisme un petit peu sans le savoir aussi. Quelque part, oui. Mais c'est là où je prends contact avec les prêtres exorciseurs de l'archevêché de Paris, parce que oui, c'est étonnant. Oui, et mais je te dis, tout ça est d'une fluidité, Christian, mais Et sans parler d'exorcisme, ce n'est pas par hasard que le Père Antoine t'a dit que tu étais thaumaturge, un thaumaturge. Hein. voilà, il est le père Antoine qui a voulu me rencontrer parce que j'avais soigné, accompagné et soigné quelqu'un du clergé de Paris et, euh, et ils étaient étonnés, ils voulaient savoir si j'implorais, qu'est-ce que j'implorais comme force ou comme divinité ou comme diable. Et, euh, et de notre rencontre, il a été convaincu que je n'implorerais rien du tout, que je n'étais qu'un canal un canal d'amour, de transmission d'amour qui vient de je ne sais où vers je ne sais où. Et il m'a qualifié de thaumaturge. Voilà, thaumaturge, je ne savais pas ce que ça voulait dire d'ailleurs. Je lui ai demandé et c'est là qu'il m'a dit, mais thaumaturge, c'est les faiseurs de miracles, comme il avait pris cet exemple, comme les rois de France ou comme Jésus-Christ. Voilà. Thaumaturge. Voilà. Hein. Et donc, cette force, tu ressens cette force, en fin de compte, c'est la force de guérison que véhicule l'univers, cette force qui fait pousser le brin d'herbe, en fin de compte. Mais c'est la force qui, tu sais, je suis à la campagne là, je suis dans mon Ariège et je regarde la nature autour de moi et je me dis, mais quelle force à travers une branche, la branche, l'arbre envoie une telle force pour faire éclore des feuilles et même des fleurs sur les arbres qui fleurissent. Mais quelle force de pouvoir envoyer au sein de sillons microscopiques une telle connaissance, une telle puissance. Ouais. Une, une force et une intelligence. Et une intelligence, voilà. Pour moi, tout est lié. L'intelligence est omniprésente dans tout ce qu'on peut voir. Et il en est de même dans la création de l'homme. Je dis, moi, il faut faire attention à nos propres pensées parce que tout ce qu'on voit a été pensé par l'homme. Tout ce qu'on voit de non naturel a été pensé par l'homme. Et quand tu vois la puissance de cette pensée, de réalisation, moi, je suis, oui, je continue à être émerveillé de pouvoir capter ce genre d'informations. En fin de compte, tout commence toujours dans l'invisible. Toujours, Toujours. Il y a toujours, toujours ce toujours. mouvement. Hein.
toujours. Mais d'ailleurs, est-ce que, tu vois, tu viens de faire un geste tu donnes une direction à l'invisible. Moi, je me pose la question de savoir si, mais c'est le principe de la physique quantique. Je pense que tout est lié, quoi. Aussi bien le passé, le présent, le futur, tout est un tout. Apparemment, c'est un petit peu comme un jeu de cartes, mais toutes les cartes sont là déjà en même temps. Exactement. C'est un jeu de cartes, mais toutes les cartes sont là. Et on ne Et peut on, pas tirer une seule carte et se dire c'est ce moment-là. et on, Le jeu de cartes reste toujours le jeu de cartes. et on se connecte à telle ou telle carte selon notre vibration. Oui, la notion de connaissance de la carte et du jeu de cartes, c'est par rapport à nos propres vibrations, oui, par rapport à s'autoriser à percevoir. Souvent, je dis ça. J'ai mes fameux trois verbes oser, accepter et faire. Et à partir de là, je m'ouvre à tout. Je m'ose à percevoir, j'accepte de percevoir, je fais, je Il, j'ose faire il et t'est même, j'accepte de faire. il t'est même arrivé de percevoir des choses étonnantes avec une certaine Joséphine. Ah, mais c'est là, mais mais là, lorsque j'ai hésité à mettre ce chapitre, mais pour en finir, oui, je l'ai mis parce que je crois réellement que c'est inimaginable de s'imaginer qu'on est les seuls êtres euh, dans l'univers. C'est pas possible. Non. Or, notre perception du monde et notre perception de l'univers est très limitée par rapport à notre cerveau, à ce qu'on comprend du cerveau et de la neuroscience. Donc, de ce qu'on a comme perception, on peut se dire que on ne perçoit pas grand-chose. Et donc, oui, les autres mondes existent. Pour moi, les autres mondes existent. Ça doit Et amener beaucoup, pardon, excuse-moi. oui, je t'en prie. Ça doit amener beaucoup d'humilité. Moi, l'humilité, c'est quelque chose qui est viscéralement en moi. Je ne pense pas faire preuve d'un ego du tout, du tout, du tout. Je suis humble devant ce que je fais, devant ce qu'on me demande de faire, surtout. Voilà. L'humilité, c'est un moteur qui ne doit pas quitter les gens qui, quand je vois certains grands patrons, grands créateurs qui manquent d'humilité, ben, je suis triste pour eux parce que ils ne se rendent pas compte que sans cette force de l'invisible, il ne serait rien. Il n'aurait pas ça. Ce n'est pas de... quand on voit certains créateurs, quand on voit certains artistes, ça vient d'où cette c'est pas je ne peux pas imaginer que ça vient d'eux. Donc ça vient forcément d'ailleurs. Eux, ils en sont les outils, comme moi, je suis l'outil pour la guérison de certains. Mais Oui, ils en sont l'instrument. Hein. on est instrument, on est canal. Je suis qu'une gaine qui fait passer des choses à l'intérieur de cette gaine. On est instrument de cette force de vie. Oui, oui, on peut. Mais tu vois, on tourne. Je pense que les mots sont très restrictifs. On ne sait pas ce que c'est, si c'est une force de vie, si c'est une énergie de vie, si c'est une information de vie, si c'est. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'elle prend de plus en plus d'importance à partir du moment où on en prend conscience et qu'on établit un lien intime avec elle. Oui, c'est exactement ça. Dès l'instant où tu t'autorises à percevoir des, des, des informations, Voilà, à comprendre qu'il y a une tu intelligence organisatrice derrière toute chose. bah oui. Mais Voilà. le fait de dire ça, maintenant, euh, la physique quantique y a aidé beaucoup. On ne peut plus être considéré comme complètement fou maintenant. Et oui, oui. Non, elle a démontré parfaitement que nous sommes des êtres d'énergie, des êtres vibratoires, quoi. Il y a bien plus que notre corps physique. Hein. Oui, mais c'est quand on prend conscience que la table sur laquelle l'ordinateur est posé et vibre, on sait que ça vibre. Si on prend un microscope électronique, c'est sûr que le fauteuil sur lequel on est assis, c'est pareil. Voilà, exactement.
Bon, quand on se tape le genou à un coin de table, ça fait, malgré tout, on a conscience que la réalité peut être dure, mais cela dit, en réalité, c'est un tourbillon d'énergie. C'est un tourbillon d'énergie et cette douleur ressentie, bah, c'est parce que ça a fait bouger d'autres énergies. Et donc, toi, tu as le don de ramener les énergies, de pacifier les énergies, donc, avec tes mains. Quelque part, oui, mais encore une fois, je posais la question, tu vois, à mon ami physicien, à Joël, je lui disais, mais est-ce que c'est une énergie, est-ce que c'est une information? Il me dit, mais c'est C'est peut-être pas, on ne sait pas où est l'énergie, on ne sait pas où est l'information. alors, Déjà, d'où démarre l'énergie et l'information entre deux cellules? Euh, Est-ce que c'est la membrane? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que on peut supposer que les deux mots sont indissociables. je pense. Oui. Ouais, Alors, en ouais, fait, dans ta pratique, tes mains, donc, ouais. tu ne touches jamais la personne. Je ne touche pas la personne. Je n'apprécie pas le contact physique dans les soins. Je conçois qu'il y a des gens qui ont besoin de la nécessité de la matière. Moi, je perçois la matière de la personne qui se présente à moi à, à, à quelques centimètres jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres. Donc, ça dépend de la vibration. Tout à l'heure, tu parlais de vibration. Ça dépend de la vibration que je perçois de la personne. Et, euh, et moi, je suis toujours étonné de ce que j'arrive à faire et à percevoir. C'est, les soins, pour moi, c'est toujours un étonnement, Christian. Voilà. Toujours un étonnement. Mais avec les années, tu dois remarquer, on peut supposer que ton intention de guérison, ta force de guérison a pris de l'ampleur. Alors, oui, de toute façon, la perception et la force de guérison qui est la mienne maintenant n'est plus du tout celle que j'avais en début de vie de guérisseur. C'est pas la même chose que ce que je percevais à 20 ans ou 21 ans. C'est complètement différent. C'est plus profond, c'est plus fort, c'est plus de perception. Euh, après, euh, après, après, bon, bah, je pense sincèrement qu'il faut le faire. Il faut y aller vers cette forme de que tous on a en nous, cette forme de force de guérison. Souvent, je prends cet exemple-là en disant, mais vous savez, une, l'enfant se cogne, qu'est-ce que fait la maman ou le papa? Il vient en disant, viens, viens, et il commence à frotter le genou ou lui faire un bisou magique. L'enfant qui se cogne le genou à la table, eh ben, étonnamment, il a plus mal dès l'instant où la maman ou le papa ou quelqu'un vient lui mettre la main avec l'intention de. Parce que là, il y a une intention réelle Voilà. de soulager. Il y a une intention d'amour qui, Exactement. voilà, Il y a vraiment une véritable intention là, de soulager. Et l'amour est omniprésent dans ce geste. voilà, c'est toute la force de guérison et dans ce geste, justement, c'est dommage que pour l'instant, ça ne soit pas encore toujours retenu par les plus hautes instances du monde Scientifique, médical, scientifique. ouais. C'est dommage, hein, Ouais, mais c'est-à-dire la science a besoin de preuves. voilà. Or, randomiser quelque chose sur il y a des guérisseurs et magnétiseurs qui ont été sollicités, qui ont répondu et qui ont magnétisé des cellules souches et ainsi de suite, où les résultats sont assez probants, mais ça laisse quand même toujours le doute parce que la science dit ah oui, mais il n'y avait pas le même éclairage, il n'y avait pas le même ceci, le même cela. Donc, c'est Ce qui est dommage, enfin, on peut espérer que les choses changeront, c'est justement, oui, que la science ne s'intéresse pas justement aux guérisons dites inexpliquées. oui. Ah ben, voilà, mais ça fait l'objet de tout ce qui est les guérisons miraculeuses de Lourdes, où Voilà. quand la science
les scientifiques se penchent sur ces guérisons. La plupart du temps, pourquoi on considère qu'elle est miraculeuse? C'est parce que la science a tout épluché, tout décortiqué et qu'ils n'ont pas d'explication. Donc, on dit, ah ben, elle est miraculeuse, mais allons chercher une explication, essayons de trouver quelle est à quel moment le miracle a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé, quel était l'état d'esprit de la personne qui est l'heureux bénéficiaire du miracle. Mais là, tout s'arrête dès l'instant où on dit, ah ben, ça y est, c'est reconnu comme étant miraculeux, on arrête. Il en est même pour le. Moi, je suis toujours étonné, les verrues. Pour moi, les verrues, c'est d'une simplicité enfantine à retirer les verrues. Et je ne suis pas le seul à dire ça. Il y a plein de guérisseurs et de rebouteux à travers la France ou à travers le monde qui doivent retirer les verrues. Personne ne m'a jamais dit, mais comment vous faites? J'ai l'explication de comment la science, non, on préfère dire, bah oui, bon, c'est psychosomatique. Le fameux mot psychosomatique. Voilà. En même temps, derrière tout, il y a toujours un changement d'état d'esprit derrière les guérisons. Obligatoirement. D'ailleurs, là, ce que tu touches là, c'est un point important. Je pense que dans ta pratique également, tu dois le voir ou tu l'as vu. La personne qui va mieux, qui se guérit, si elle ne change pas son état d'esprit, la maladie reviendra. D'ailleurs, j'ai une histoire que je raconte assez souvent, mais elle est assez parlante. J'ai un ami qui est cancérologue. Il a souvent eu forcément des diagnostics pas faciles à annoncer. Mais plusieurs fois, il a entendu cette réflexion. Si je m'en sors, je vais changer. Les gens ressentent justement qu'il faut qu'ils changent leur manière de vivre, leur manière de penser. Hein. Oui. C'est ça, docteur, si je m'en sors, je vais changer. Oui. Mais moi, j'ai des tas. S'ils s'en sortent et qu'ils ne changent pas, il y aura récidive. Hein. Exactement. Mais moi, j'ai des exemples de personnes qui viennent me voir en disant, oh là, bon, j'ai le cancer du sein, j'ai le cancer, peu importe, du pancréas, du côlon, du poumon, enfin, j'en passe et des meilleurs. Mais la plupart du temps, les gens arrivent abattus et ils disent, mais il faut que je change, quoi. Et je leur dis, ben oui, il faut changer. Et ceux qui ne changent pas, j'ai le souvenir d'une dame qui est venue me voir avec un cancer du sein. Elle m'avait dit je change pour en finir 6 mois après. Elle avait repris le même boulot, le même truc, les mêmes conditions. Elle n'avait rien changé à sa vie. C'était comme s'il ne s'était rien passé dans sa vie. 6 mois après, elle retombait. Hein. Elle retombait 6 mois après. La maladie, quelque part, enfin, dans le langage des oiseaux que j'aime bien, maladie. Donc voilà. Pour moi, Robert, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, justement, la maladie, c'est une invitation à vivre, justement. Hein? Tout à fait. À faire justement ce qu'on n'a pas fait avant. Oui, mais tout à fait. Mais c'est évoluer, c'est changer. Tu sais, voilà. Au même titre que il y a plein de médiums, il y a plein de guérisseurs ou autres qui changent de vie parce qu'ils ont eu un choc. Ils étaient prédestinés à quelque chose, ils étaient prédestinés à vivre une carrière fulgurante et ils changent complètement de vie parce qu'ils ont failli mourir, parce qu'ils ont eu un accident, parce qu'ils ont eu une maladie grave et ils s'en sont sortis. Et à ce moment-là, ils réalisent qu'ils doivent réellement aller vers ça. Et bien souvent, ça marche. Ça marche parce qu'ils ont reçu le message. Oui, et qu'ils l'ont écouté. Voilà. Ils l'ont écouté. Ils ont écouté ce message et ils l'ont compris surtout. Voilà. Ben, écoute, on voit que tu as compris beaucoup de choses, mon cher Robert, et c'est pour ça que je vais inviter. Je t'en remercie, Christian. Merci. On va découvrir ton beau livre. Hein. Vraiment, en plus, il nous donne le plaisir de pouvoir se lire comme un roman. On le verra mieux là. Hein. Donc, encore bravo, mais même, je pense qu'on pourrait l'appeler Robert Martin, le flic faiseur de miracles. Hein. Merci, bravo Robert. Merci Christian, merci à toi. À très vite. À très vite. Et merci à tous ceux qui vont nous écouter. Oui, merci.